Imaginez une seconde le silence. Non pas le silence paisible d'une nuit d'été, mais ce silence lourd, oppressant, artificiel, qui précède l'orage sur une ligne de front dévastée. Vous êtes un soldat russe, tapi dans une tranchée boueuse du Donbass. Vos mains tremblent légèrement sur votre fusil, non pas de froid, mais d'une fatigue chronique, celle qui vous ronge les os après des mois de pilonnage d'artillerie. Vous entendez un bruit ? Ce n'est pas le pas lourd d'une botte militaire, ni le cri de guerre d'un assaut d'infanterie, c'est un bourdonnement, un crissement métallique, des chenilles sur la terre gelée. Vous vous levez, prêt à tirer sur un homme, prêt à voir la peur dans les yeux de l'ennemi. Mais quand vous regardez par-dessus le parapet, il n'y a personne. Rien que de l'acier. Une machine basse, trapue, surmontée d'une tourelle qui pivote vers vous avec une précision mathématique, sans hésitation, sans émotion, sans âme. Ce que vous regardez, ce n'est pas seulement un robot, c'est la fin de la guerre telle que nous la connaissons depuis des millénaires. C'est l'instant précis où l'humanité s'efface du champ de bataille pour laisser place à quelque chose de beaucoup plus froid, de beaucoup plus efficace, et franchement, de beaucoup plus terrifiant. Bienvenue dans la nouvelle réalité. Je sais ce que vous pensez. On dirait le début d'un mauvais film de science-fiction des années 80, n'est-ce pas ? Terminator, Skynet, toutes ces prophéties dystopiques avec lesquelles nous avons grandi. Sauf qu'ici, il n'y a pas d'effets spéciaux. En Ukraine, en ce moment même, des escouades entières de soldats de chair et de sang se font décimer par des ennemis qui ne saignent pas. Des armées de drones, de robots terrestres et de véhicules sans pilote sont en train de réécrire les règles de l'engagement militaire. C'est une révolution silencieuse, mais c'est sans doute le changement le plus brutal de l'histoire militaire moderne. Et le plus fou dans tout ça, c'est que l'Ukraine, un pays que beaucoup d'experts condamnaient à l'effondrement en quelques jours au début de l'invasion, est en train de devenir le laboratoire mondial de cette horreur technologique, surpassant même les superpuissances que nous pensions intouchables. Mais avant de plonger dans le chaos des tranchées et de voir comment ces machines chassent littéralement les humains, il faut comprendre que cette idée ne date pas d'hier. Honnêtement, c'est presque fascinant de voir à quel point l'homme cherche depuis toujours à tuer sans risquer sa peau. Remontons le temps. 1915, la Première Guerre mondiale. La France, oui, la France, mettait déjà au point des prototypes de drones terrestres explosifs, des petites machines maladroites, bourrées d'explosifs, envoyées vers les lignes allemandes. C'était rudimentaire, c'était instable, mais l'idée était là. Puis, dans les années 30, l'URSS a développé le télétank, un char télécommandé avec sa propre mitrailleuse. Imaginez la technologie de l'époque, des ondes radio capricieuses, des mécaniques lourdes. Ils les ont utilisées contre la Finlande, puis contre les nazis en 1941. Les Britanniques avaient leur Black Prince, tout le monde essayait, mais à chaque fois le même problème. Trop cher, trop compliqué, trop fragile. Alors, pourquoi maintenant ? Pourquoi, soudainement, en 2024 et 2025, l'Ukraine réussit-elle là où un siècle d'ingénierie militaire a échoué ou stagné ? La réponse est brutale. La nécessité. Quand vous avez le dos au mur, quand votre population se fait massacrer, vous n'avez pas le luxe de faire des présentations PowerPoint dans des bureaux climatisés. Vous bricolez, vous innovez, vous survivez. Au début de la guerre, on voyait quelques robots importés, des trucs timides, mais très vite, les ingénieurs ukrainiens, souvent des civils, des types qui la veille, codèrent des sites web ou réparissent des tracteurs, ont compris le potentiel. Aujourd'hui, 99% des robots blindés utilisés par l'armée ukrainienne sont fabriqués en Ukraine. Les chiffres donnent le vertige. En 2024, ils en avaient quelques centaines. L'objectif pour 2025 ? 15 000. Pour 2026 ? 20 000. Ce n'est pas une augmentation, c'est une explosion industrielle sous les bombes. Mais attendez, posez-vous cette question. Qu'est-ce qui différencie une nation qui s'effondre d'une nation qui se réinvente ? Est-ce que c'est l'argent ? Non, l'Ukraine a moins d'argent que la Russie. Est-ce que c'est la technologie brute ? Pas nécessairement au départ. C'est la capacité à accepter le chaos. Dans la vie, comme en politique ou en guerre, nous avons tendance à chercher la stabilité. Nous construisons des systèmes rigides, des bureaucraties, des protocoles pour nous rassurer. Nous pensons que le contrôle est synonyme de sécurité. Mais c'est un mensonge. Le véritable pouvoir ne réside pas dans la rigidité, mais dans la fluidité. Regardez les grandes institutions, les gouvernements occidentaux, ou même les grandes entreprises. Ils sont lents, ils sont obèses de procédures. Ils meurent parce qu'ils sont trop confortables. L'Ukraine nous enseigne une leçon brutale sur la nature humaine et le pouvoir. C'est dans l'urgence absolue, quand toutes les structures s'effondrent, que l'esprit humain atteint son pic de créativité. La corruption, souvent, naît de l'abondance et de la stagnation. L'innovation pure, elle, naît de la peur de la mort.
Si vous voulez survivre à une crise, dans votre vie personnelle ou professionnelle, n'essayez pas de maintenir l'ordre ancien. Brisez-le vous-même avant que l'ennemi ne le fasse. Alors, comment cette philosophie de l'urgence se traduit-elle sur le terrain? Par une diversité hallucinante. Au début, l'Ukraine avait une poignée de modèles. Aujourd'hui, plus de 200 modèles différents produits par 40 fabricants. C'est une jungle darwinienne. Chaque robot a sa spécialité. Certains sont des mules logistiques, transportant des munitions là où aucun camion ne peut passer sans se faire exploser. D'autres sont des kamikazes, des mines roulantes. D'autres encore sont des éclaireurs, des yeux électroniques qui scannent les ruines. Mais les plus effrayants, ceux qui changent la donne, ce sont les chasseurs, ceux équipés de tourelles. Pourquoi cette montée en puissance est-elle si rapide en Ukraine, alors que l'OTAN met 10 ans à développer un nouveau char? Il y a 3 raisons. La première, je viens de l'évoquer, c'est l'absence de temps. L'Ukraine ne développe pas des armes, elle les accouche dans la douleur. Pas de paperasse, pas de commission de validation qui dure 6 mois. On teste, ça marche, on produit. Ça ne marche pas, on jette. C'est du R&D en temps réel, avec des balles réelles. La deuxième raison, c'est la coopération. Et là, c'est fascinant. Dans la plupart des armées modernes, il y a un mur gigantesque entre le fabricant d'armes, le costard-cravate, et le soldat, le gars dans la boue. Le fabricant vend ce qui rapporte de l'argent, pas forcément ce qui sauve des vies. En Ukraine, ce mur est tombé. Les soldats appellent directement les ingénieurs sur télégramme ou signal. « Hey, ton robot, il patine dans la boue d'automne, change les chenilles. » Et le lendemain, le design est modifié. C'est une boucle de rétroaction immédiate. Maxime Vasichenko, le PDG d'un constructeur de robots, le dit clairement. Nous opérons en mode R&D de guerre. Pas de bureaucratie, juste ce qui fonctionne. C'est une leçon d'humilité pour les complexes militaro-industriels occidentaux. La troisième raison est presque comique si elle n'était pas tragique. Faire un robot tueur, c'est facile. Vraiment. Comparé à un char Abrams ou un Leclerc, qui doit protéger des humains, filtrer l'air, avoir des blindages complexes, un robot, c'est juste un châssis, un moteur, une radio et un flingue. Pas besoin de siège confortable, pas besoin de clim, pas besoin de blindage pour survivre à tout. Si le robot meurt, on en fait un autre. Ils ont la taille d'un caddie de supermarché ou d'une voiturette de golf. On prend des composants commerciaux, on soude une mitrailleuse calibre 7, 62 ou 50 dessus, et voilà. Le coût? Parfois aussi peu que 5 000 $. 5 000 $ pour neutraliser une escouade ennemie. C'est une équation économique impossible à battre. Comparez ça aux États-Unis. Je ne veux pas taper sur l'oncle Sam gratuitement, mais le contraste est saisissant. Les États-Unis ont le budget militaire le plus colossal de l'histoire de l'humanité. Et pourtant, ils galèrent. Depuis les années 80, ils essaient. Le programme Prowler, le Teleoperated Mobile Anti-Armor Platform, des noms à rallonge pour des échecs cuisants. Plus récemment, ils ont eu les robots Swords en Irak. Ils en ont déployé quelques-uns, ils ne les ont jamais vraiment utilisés au combat, et ils ont annulé le programme. Pourquoi? Parce qu'ils cherchèrent la perfection. Ils cherchaient le robot qui ne fait jamais d'erreur, qui coûte des millions, qui est sûr. Résultat, l'armée américaine n'a toujours pas de véritable force robotisée de combat prête à l'emploi. Récemment, ils ont encore annulé le programme Robotic Combat Vehicle à cause des coûts trop élevés. C'est l'ironie suprême. À force de vouloir le meilleur, ils n'ont rien. Pendant ce temps, dans un garage à Kharkiv, des types soudant des plaques d'acier sur un châssis de quad et arrêtent l'armée russe. Cela nous amène à une réflexion profonde sur la stratégie et l'échec. Pourquoi les géants tombent-ils? Pourquoi Goliath perd-il contre David encore et encore à travers l'histoire? Ce n'est pas parce que David est plus fort, c'est parce que Goliath est aveuglé par sa propre puissance. Il pense que la taille, le budget et l'armure sont des garanties de succès. Mais en réalité, ce sont souvent des chaînes. Plus vous êtes gros, moins vous êtes agile. Plus vous avez de ressources, plus vous avez peur de les perdre. Et donc, moins vous prenez de risques. C'est le piège de la compétence. Quand on devient expert dans un système, on devient incapable d'imaginer un autre système. Regardez autour de vous. Les gens qui réussissent vraiment, ceux qui changent, la donne, ne sont pas ceux qui suivent les règles du jeu à la perfection. Ce sont ceux qui réalisent que le jeu a changé et que les règles ne s'appliquent alors plus. La bureaucratie, qu'elle soit militaire ou d'entreprise, est une forme de lâcheté collective. Elle sert à diluer la responsabilité. Si le projet échoue, ce n'est la faute de personne, c'était la procédure. En temps de guerre, la procédure est un suicide. Si vous voulez gagner, vous devez être prêt à échouer vite, à échouer salement, mais à apprendre immédiatement. Revenons sur le terrain, là où la théorie rencontre le sang. C'est bien beau de construire des robots, mais que se passe-t-il quand ils rencontrent l'ennemi?
Je vais vous raconter ce qui s'est passé avec le robot Lyut 2-0. C'est un engin de 300 kg. Imaginez une grosse bête métallique, basse sur pattes. Il est équipé d'une mitrailleuse PKT. En 2024, une vidéo a circulé. C'était la première fois qu'on voyait un robot non pas en soutien, mais en train de mener l'assaut. La scène est surréaliste. Le robot avance, il attire le feu. Les balles russes ricochent sur son blindage en acier. Il roule sur des mines antipersonnelles qui explosent, mais il continue d'avancer, imperturbable. Les soldats russes, en face, paniquent. Vous pouvez voir sur les images thermiques les tirs de RPG, les lance-roquettes, fusés vers le robot. Il encaisse, il est touché, secoué, mais ses systèmes continuent de fonctionner. Il riposte avec une précision inhumaine jusqu'à 800 mètres. À la fin de la vidéo, on voit les soldats russes s'enfuir de leurs tranchées. Ils courent pour leur vie. Non pas parce qu'ils sont surpassés en nombre, mais parce qu'ils sont face à quelque chose qu'ils ne peuvent pas tuer psychologiquement. Comment intimider une machine ? Comment supprimer un ennemi qui n'a pas peur de mourir ? C'est impossible, mais il y a plus fort encore. En juillet 2025, la 3e brigade d'assaut ukrainienne a réalisé une première mondiale historique. Je pèse mes mots. Ils ont capturé des prisonniers humains en utilisant uniquement des robots. Imaginez la scène du point de vue des Russes. Ils sont dans un bunker, quelque part dans la région de Kharkiv. Ils sont encerclés. Mais dehors, il n'y a pas de cris, pas d'ordre hurlé par des officiers ukrainiens. Juste le bourdonnement des drones aériens et le bruit des chenilles et des robots terrestres qui se positionnent autour d'eux. Les robots tirent pour détruire les fortifications. Les murs tremblent. Les Russes réalisent qu'ils sont piégés. Ils ont 2 choix. Mourir déchiquetés par des machines pilotées par des gars assis à 10 km de là, ou se rendre. Ils choisissent la vie. Ils sortent, les mains en l'air. Et là, l'image est d'une absurdité glaçante. Ils se rendent à des machines. Il n'y a personne pour leur passer les menottes. Les drones les escortent, comme des chiens de berger électroniques, les guidant hors de la zone de combat jusqu'aux lignes ukrainiennes, où les humains prennent enfin le relais. C'est une humiliation totale pour la doctrine militaire traditionnelle, mais c'est une victoire éclatante pour la préservation de la vie des soldats ukrainiens. 0 risque. Résultat maximal. Et ce n'est pas un cas isolé. En novembre 2025, une autre vidéo montre un robot attaquant un transport de troupes blindées russes, MTLB. Les opérateurs ukrainiens testaient juste le robot. Ils sont tombés sur les Russes par hasard et ont ouvert le feu. Les Russes n'ont rien compris. Mais l'histoire la plus incroyable, celle qui devrait être enseignée dans toutes les académies militaires, c'est celle du robot Droid TW-12-7. Écoutez bien ça. Un seul robot. Une position défensive. Il a tenu la ligne pendant 45 jours. Qu'à 45 jours. Pendant 1 mois et demi, cette machine, équipée d'une mitrailleuse lourde calibre 50, est restée là, dans le froid, dans la boue. Les opérateurs se relayaient, à distance, en sécurité dans un abri. Dès que les Russes essayaient d'infiltrer le secteur, le robot les allumait. Il a supprimé toutes les tentatives d'assaut. 45 jours de combat continu sans qu'un seul soldat ukrainien ne risque de prendre une balle. Le robot ne dort pas, il ne mange pas, il ne panique pas quand les obus tombent. Il a une portée de 15 miles, une IA pour la navigation. C'est une sentinelle éternelle. Cela soulève une question éthique et psychologique vertigineuse. Qu'est-ce que la confiance ? Et que devient le courage quand on le délègue à un circuit imprimé ? Traditionnellement, la guerre est l'expérience humaine la plus extrême. Elle forge des liens indissolubles entre les soldats parce qu'ils partagent le même risque de mort. Frères d'armes. Mais que se passe-t-il quand votre frère est une boîte en métal ? On assiste à une dissociation totale de l'acte de violence. Le soldat n'est plus un guerrier, il devient un technicien de la mort. C'est à la fois un progrès immense, on sauve nos propres vies, et un danger moral terrifiant. Si la guerre devient trop facile pour un côté, si elle ne coûte plus de sang, alors qu'est-ce qui nous empêchera de la faire éternellement ? Le coup psychologique ne disparaît pas, il se déplace. L'opérateur qui tue via un écran ne rentre pas chez lui avec de la boue sur les bottes, mais il rentre avec des fantômes numériques dans la tête. La technologie ne nous sauve pas du traumatisme, elle change juste sa fréquence. Nous créons une société où la violence est aseptisée, administrée à distance, et c'est peut-être la chose la plus dangereuse que nous ayons jamais faite. Et ne croyez pas que ça va s'arrêter là. L'escalade est inévitable. En janvier 2026, un autre robot droid a été filmé en train d'éliminer de l'infanterie russe. La vidéo est brutale. Le robot verrouille, il tire, les cibles tombent. C'est mécanique, c'est du tir au pigeon. Plus tard, le même mois, un autre robot de reconnaissance a capturé 3 soldats russes dans la région de Donetsk. Le rapport de l'entreprise DevDroid est clinique. Mission accomplie à distance. La bourse d'échange de prisonniers a été réapprovisionnée. Pas de risque pour nos combattants. Ils parlent de réapprovisionner la bourse d'échange, comme s'ils parlaient de stock en magasin.
c'est le nouveau langage de la guerre. Les robots deviennent plus intelligents. Ils sont équipés de calculateurs balistiques qui corrigent le tir en temps réel. Ils ont des éléments d'intelligence artificielle pour détecter et suivre les cibles de manière autonome. Pour l'instant, l'humain appuie encore sur la détente, mais pour combien de temps? La frontière est floue. Et l'armement s'alourdit. On ne parle plus seulement de mitrailleuses. Des plans sont déjà en place pour monter des canons de 30 mm sur ces plateformes. Un canon de 30 mm, ça ne fait pas que tuer un soldat, ça déchire un véhicule blindé léger, ça traverse des murs de briques. Ces nouveaux monstres pourront tirer à 3 km de distance. Ils auront des châssis plus lourds pour encaisser le recul. Ils ne serviront plus seulement à défendre ou à tendre des embuscades, ils mèneront des offensives majeures. Ils seront le fer de lance. Imaginez une offensive en 2027. Une première vague de milliers de drones aériens pour saturer les radars, suivie d'une vague de robots terrestres lourds pour briser les lignes, le tout orchestré par des IA, avec les humains qui arrivent à loin derrière pour nettoyer et occuper le terrain. La machine de guerre du Kremlin, déjà à bout de souffle, qui peine à motiver ses hommes, se retrouve face à un mur d'acier. Le moral russe s'effondre non pas à cause de la puissance de feu, mais à cause de la futilité du combat. À quoi bon charger une position tenue par un robot? Même si vous le détruisez, vous n'avez tué personne. Vous avez juste cassé un jouet coûteux, et un autre prendra sa place dans l'heure. C'est démoralisant au possible. L'Ukraine est en train de créer un précédent. Une fois cette guerre terminée, l'industrie ukrainienne de la robotique sera la plus expérimentée au monde. Ils ne vendront pas seulement des armes. Ils vendront la doctrine, le logiciel, l'expérience du sang versé. Tout le monde, de la Chine aux États-Unis, regarde, prend des notes et panique silencieusement. Nous arrivons au bout de cette analyse, et je veux vous laisser avec une pensée qui me hante. La guerre a toujours été le reflet de l'humanité. Elle montrait notre cruauté, oui, mais aussi notre courage, notre sacrifice, notre peur. Il y avait une forme d'égalité tragique dans la boue. 2 hommes, 2 fusils, une seule vie à perdre. Mais ce que nous voyons en Ukraine, c'est la fin de cette ère. Nous entrons dans l'âge de la guerre post-humaine. Les machines que nous construisons ne se fatiguent pas, ne doutent pas, ne désobéissent pas. Elles ne ressentent pas de pitié. En retirant l'humain de l'équation immédiate, nous rendons la guerre plus efficace. Certes, mais nous risquons aussi de la rendre plus inhumaine, au sens propre du terme. Si la guerre devient un simple exercice de gestion de ressources robotiques, une sorte de jeu vidéo à grande échelle, aurons-nous encore la sagesse de chercher la paix? Ou serons-nous tentés de résoudre chaque conflit diplomatique par l'envoi d'une légion d'acier, simplement parce que c'est facile et que nos garçons ne meurent pas? L'Ukraine se bat pour sa survie, et elle a raison d'utiliser tous les outils à sa disposition. Mais le monde que cette guerre est en train d'accoucher, c'est un monde où la mort a un visage de chrome et un cœur de silicium. Et je ne suis pas sûr que nous soyons prêts à regarder ce visage dans les yeux. La prochaine fois que vous entendrez parler d'une avancée technologique, demandez-vous toujours quel est le prix caché. Car dans l'histoire, le progrès militaire a toujours fini par se retourner contre ses créateurs d'une manière ou d'une autre. Restez lucide, restez critique, et surtout, n'oubliez jamais que derrière chaque machine, il y a une décision humaine, pour l'instant.